J'ai dû choisir entre la vie de mon fils et celle de mon mari. Cette phrase me hante depuis 65 ans, résonnant dans ma tête chaque matin au réveil, chaque soir avant de m'endormir. Aujourd'hui, en cette année 2008, à 87 ans, assise dans cette petite chambre de la maison de retraite Sainte-Marguerite près de Lyon, je dois enfin révéler la vérité sur ce choix impossible qui a détruit ma famille, brisé mon âme et changé le cours de 3 vies pour l'éternité. Certains secrets sont trop lourds à porter seul, et le temps qui me reste se compte désormais en mois, peut-être en semaines. Bonjour, je m'appelle Béatrice. J'ai 87 ans et mes cheveux blancs comme la neige témoignent des décennies qui ont passé depuis cette nuit maudite de février 1943. Mes mains tremblent en tenant cette tasse de thé refroidie. Ma voix se brise parfois quand l'émotion devient trop forte. Mes yeux se voilent de larmes que je croyais taries depuis longtemps, mais ma mémoire se souvient de chaque détail de cette époque, de chaque visage, de chaque parole échangée, de chaque regard qui aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Avant de continuer cette confession que j'aurais dû faire il y a des années, j'aimerais que vous cliquiez sur « J'aime » pour cette vidéo, que vous vous abonniez à cette chaîne qui me permet de vous parler aujourd'hui. Et dites-moi d'où vous regardez cette histoire. Savoir que vous êtes là, quelque part dans le monde, à m'écouter, me donne le courage de poursuivre et de révéler enfin ce secret qui me ronge depuis 3/4 de siècle. Cette histoire commence en réalité bien avant 1940, dans notre petit village de Saint-Julien en Beaujolais, près de Grenoble. Un village de 1000 habitants où tout le monde se connaissait, où les secrets n'existaient pas, ou du moins c'est ce que je croyais naïvement à l'époque. J'y ai grandi dans une famille modeste, mais aimante. Mon père était menuisier, ma mère tenait notre petite maison avec une précision militaire, et j'étais leur fille unique, choyée mais élevée dans les valeurs de respect et de travail. C'est à 17 ans que j'ai rencontré Philippe. Il venait d'arriver dans notre village pour prendre son poste d'instituteur à l'école communale. Grand, brun aux yeux bleus perçants, avec cette façon particulière de vous regarder comme s'il pouvait lire dans votre âme, Philippe avait 20 ans et une passion dévorante pour l'enseignement et la justice. Il logeait chez Madame Durand, la veuve du ancien instituteur, dans une petite chambre sous les toits de sa maison en face de l'église. Notre rencontre s'est faite un dimanche après la messe. Je sortais de l'église avec ma mère, quand Philippe, qui discutait avec le curé sur le parvis, s'est retourné vers nous. Nos regards se sont croisés et j'ai senti quelque chose de spécial, comme une reconnaissance mutuelle. Ma mère, qui avait remarqué cet échange, l'a invité à déjeuner le dimanche suivant. Un jeune homme seul, loin de sa famille, ça ne devrait pas manger tout seul le dimanche, avait-elle déclaré avec cette générosité naturelle qui la caractérisait. Ce premier déjeuner a été le début de notre histoire d'amour. Philippe me parlait de ses élèves avec une tendresse qui me faisait fondre, de ses projets pour améliorer l'école, de sa passion pour les livres et l'histoire. Moi, j'étais fascinée par son intelligence, par sa façon de voir le monde, par ses rêves d'un avenir meilleur pour les enfants qu'il enseignait. Nous nous sommes fiancés en 1937 et mariés l'année suivante, en juin 1938, par une belle journée ensoleillée où tout le village s'était réuni pour célébrer notre union. Henri est né en décembre 1938, 9 mois jour pour jour après notre mariage. Un bébé magnifique, aux cheveux blonds bouclés et aux yeux bleus comme son père, mais dès ses premiers mois, nous avons remarqué que quelque chose n'allait pas. Sa respiration était souvent difficile, il toussait fréquemment, et les nuits étaient ponctuées de crises qui nous terrifiaient. Le médecin du village, le vieux docteur Martin, avait diagnostiqué une faiblesse pulmonaire congénitale. « Il faudra en prendre soin toute sa vie », nous avait-il dit avec cette gravité qui ne laissait aucun doute sur la sévérité de l'état de notre fils. Malgré sa maladie, Henri était un enfant joyeux et intelligent. Il adorait les histoires que lui racontait Philippe, dessinait avec une précision étonnante pour son âge, et avait cette façon particulière de vous regarder avec des yeux trop sages pour un si petit garçon. Sa maladie nous avait rapprochés, Philippe et moi. Nous partagions les nuits blanches, les inquiétudes, les petites victoires quand Henri allait mieux, et cette tendresse particulière qu'ont les parents d'un enfant fragile.
C'est pendant cette période heureuse, malgré les soucis de santé d'Henri, que j'ai vraiment appris à connaître Michel. Nous nous connaissions depuis l'école primaire, bien sûr, mais nous n'étions pas particulièrement proches. Elle était la fille de Monsieur Rousseau, le pharmacien du village, un homme respecté qui dirigeait l'unique pharmacie depuis plus de 30 ans. Michel était une jeune femme intelligente, un peu mystérieuse, avec des cheveux châtains toujours impeccablement coiffés et des yeux verts qui semblaient toujours observer, analyser, comprendre des choses que les autres ne voyaient pas. Après la naissance d'Henri, Michel était venue me rendre visite, comme c'était la coutume au village. Elle avait apporté des médicaments pour calmer la toux du bébé et était restée toute la soirée à m'aider. C'est ainsi qu'avait commencé notre amitié. Michel venait régulièrement à la maison, apportait toujours quelque chose d'utile pour Henri, et m'écoutait avec cette patience infinie quand je me plaignais de la fatigue ou de l'inquiétude. Célibataire à 26 ans, ce qui était très inhabituel à l'époque, elle semblait consacrer tout son temps libre à sa famille et à ses amis. « Je n'ai pas encore trouvé l'homme de ma vie », disait-elle souvent en souriant quand on lui demandait pourquoi elle ne se mariait pas. Je préfère attendre le bon plutôt que de me contenter du premier venu. La guerre a éclaté en septembre 1939, quand Henri avait à peine 10 mois. Au début, dans notre petit village, nous n'avons pas vraiment senti les bouleversements. Les hommes jeunes sont partis au front, bien sûr, mais Philippe a été exempté à cause de son statut d'instituteur et de père de famille avec un enfant malade. La vie continuait, plus ou moins normalement, avec les restrictions qui s'aggravaient petit à petit, les nouvelles inquiétantes de la radio, et cette atmosphère étrange d'attente et d'appréhension. Le véritable choc est arrivé en juin 1940 avec l'effondrement de la France et l'installation du régime de Vichy. Soudain, notre petit village s'est retrouvé en zone libre, mais cette liberté était toute relative. Les Allemands étaient là, pas encore physiquement dans notre région, mais leur présence se faisait sentir à travers les nouvelles lois, les restrictions de plus en plus sévères, et cette atmosphère de peur qui s'installait progressivement. Philippe a très mal vécu cette période. L'homme jovial et optimiste que j'avais épousé est devenu de plus en plus sombre, de plus en plus en colère. Il enrageait contre Pétain, contre la collaboration, contre ce qu'il appelait la lâcheté nationale. Dans sa classe, il refusait catégoriquement de retirer le portrait de la République française, de chanter les louanges du maréchal ou d'enseigner les nouvelles doctrines qu'on essayait de lui imposer. « Je ne peux pas regarder mes élèves dans les yeux et leur mentir », me disait-il le soir. Comment leur enseigner la liberté, l'égalité, la fraternité dans un pays qui a abandonné tout cela? J'essayais de le calmer, de lui faire comprendre qu'il fallait être prudent, surtout avec Henri qui avait besoin de stabilité et de soins constants. Mais Philippe était de plus en plus révolté, et je sentais qu'il préparait quelque chose, qu'il ne me disait pas tout. En novembre 1940, les premières familles juives sont arrivées dans notre village. Elles fuyaient Paris et les grandes villes, où la situation devenait intenable. Le maire, M. Bertrand, un homme bon mais prudent, les avait accueillis discrètement, leur trouvant des logements chez l'habitant. Philippe avait immédiatement proposé nos services pour aider ces familles, malgré mes réticences liées à la santé d'Henri. « Béatrice, nous ne pouvons pas fermer les yeux sur ce qui se passe », m'avait-il dit un soir, après que nous eûmes accepté de cacher quelques bijoux et documents précieux de la famille Goldstein dans notre cave. « Si nous ne les aidons pas, qui le fera ?» C'est à cette époque que j'ai commencé à partager mes inquiétudes avec Michel. Elle venait encore plus souvent à la maison, soi-disant pour s'occuper d'Henri, mais je sentais qu'elle venait aussi pour me soutenir dans cette période difficile. Nous passions des heures à parler, à nous confier nos peurs, nos espoirs. Michel était d'un réconfort immense. Elle m'écoutait sans juger, m'aidait avec Henri quand ses crises étaient trop fortes, et apportait toujours les médicaments nécessaires que son père arrivait à se procurer malgré les restrictions. « Philippe a bon cœur », me disait-elle souvent, « mais il ne mesure pas les risques qu'il vous fait courir à Henri et à toi. Un enfant malade a besoin de stabilité, pas de ces incertitudes. » Parfois, je la surprenais à regarder Philippe avec une intensité qui me troublait.
Quand il rentrait de l'école et qu'elle était là, ses yeux le suivaient avec une attention particulière. Quand il parlait de ses convictions, de ses projets, elle l'écoutait avec une concentration que je trouvais étonnante. Un jour, je l'ai surprise en train de toucher sa veste qu'il avait laissée sur une chaise, caressant le tissu d'un geste qui m'a semblé trop intime pour une simple amie de la famille. « Michel, est-ce que tout va bien ?» lui avais-je demandé. Elle avait sursauté et retiré sa main vivement. « Oui, bien sûr. Je me demandais juste où il avait acheté cette veste. Elle est très belle. » Sur le moment, j'avais accepté cette explication, mais quelque chose me dérangeait, sans que je puisse mettre le doigt dessus. L'année 1941 a été marquée par l'aggravation de la situation. Les restrictions alimentaires se durcissaient, les médicaments pour Henri devenaient de plus en plus difficiles à trouver, et Philippe s'engageait de plus en plus dans l'aide aux familles juives. Notre cave était devenue un véritable dépôt clandestin où s'entassaient des objets de valeur, des documents d'identité, parfois même des personnes qui ne faisaient que passer. C'est en automne 1941 que j'ai découvert l'étendue réelle de l'engagement de Philippe. Je rentrais plus tôt de mon travail chez M. Dubois. J'avais commencé à travailler à la boulangerie pour compléter nos revenus et obtenir un peu plus de nourriture pour Henri quand j'ai entendu des voix dans notre cave. En descendant discrètement, j'ai découvert Philippe avec 3 hommes que je ne connaissais pas, penchés sur des cartes détaillées de la région et des documents qui ressemblaient à des ordres de mission. Quand ils m'ont aperçu, le silence s'est abattu comme une chape de plomb. Les 3 hommes ont rapidement rassemblé leurs affaires et sont partis par la porte de la cave qui donnait directement sur le jardin, sans passer par la maison. Philippe est resté seul avec moi, le visage grave, sachant qu'il ne pouvait plus me cacher la vérité. « Béatrice, m'a-t-il dit ce soir-là, après avoir couché Henri qui venait de passer une journée particulièrement difficile avec sa respiration, je sais que tu as peur, et tu as raison d'avoir peur. Mais je ne peux pas rester les bras croisés pendant qu'ils détruisent notre pays, notre liberté, nos valeurs. Ces hommes que tu as vus, ils organisent la résistance dans toute la région. Ils m'ont demandé de les aider, et j'ai accepté. J'ai pleuré cette nuit-là comme je n'avais jamais pleuré. J'ai supplié Philippe de renoncer, de penser à Henri, à moi, à notre famille. J'ai essayé de lui faire comprendre que nous avions déjà assez de problèmes avec la santé de notre fils sans aller chercher d'autres ennuis. Mais Philippe était déterminé, animé par une conviction profonde que je n'arrivais pas à ébranler. « Si nous ne nous battons pas maintenant, quel avenir laisserons-nous à Henri ?» répétait-il sans cesse. « Veux-tu qu'il grandisse dans un monde où la liberté de penser, de parler, d'exister sera interdite ? Veux-tu qu'il apprenne à baisser les yeux devant l'injustice ?» Les mois suivants ont été un cauchemar permanent. Philippe organisait des réunions clandestines, transmettait des messages, aidait des gens à fuir vers la Suisse. Notre maison était devenue un point de passage pour la résistance, et je vivais dans la terreur constante qu'on nous découvre. La nuit, au moindre bruit, je me réveillais en sursaut, le cœur battant, imaginant déjà les Allemands enfonçant notre porte. Michel était ma seule consolation dans cette période terrifiante. Elle venait tous les jours, parfois plusieurs fois par jour, et sa présence me rassurait. Elle s'occupait d'Henri avec une tendresse presque maternelle, lui apportait des livres d'images, des jouets qu'elle trouvait on ne sait où, et ses précieux médicaments qui l'aidaient à respirer. Sans elle, je n'aurais jamais tenu le coup. « Tu ne peux pas continuer comme ça, Béatrice », me répétait-elle souvent. « Tu es en train de t'épuiser, et Henri a besoin d'une mère en bonne santé. Philippe ne se rend pas compte de ce qu'il vous fait subir. » Parfois, elle critiquait ouvertement Philippe, ce qui me mettait mal à l'aise. « Il est égoïste », disait-elle. « Il pense à ses grands idéaux, mais il oublie sa famille. Un père de famille n'a pas le droit de prendre de tels risques. » Je défendais toujours Philippe, mais au fond de moi, je commençais à me demander si Michel n'avait pas raison. Les crises d'Henri s'aggravaient avec le stress que je ressentais, et je maigrissais à vue d'œil sous l'effet de l'angoisse permanente. L'hiver 1942 a été particulièrement dur. Henri a fait plusieurs crises sévères qui ont nécessité l'intervention discrète du docteur Martin. Philippe était de plus en plus absent, de plus en plus secret.
Il recevait des gens que je ne connaissais pas, partait parfois plusieurs jours sans me dire où il allait, et revenait épuisé, les traits tirés, avec cette expression de celui qui a vu des choses terribles. Un soir de janvier 1943, Henri a eu la crise la plus grave de sa vie. Ses lèvres étaient devenues bleues, sa respiration était si difficile qu'on entendait un sifflement épouvantable à chaque inspiration. Philippe était parti pour une de ses missions mystérieuses, et je me suis retrouvée seule face à mon enfant qui se mourait sous mes yeux. J'ai couru chez Michel en pleine nuit, Henri dans les bras, terrorisée à l'idée qu'il ne survive pas à cette crise. Michel a réagi immédiatement. Elle a pris Henri, lui a administré un médicament puissant que je n'avais jamais vu, et nous avons passé la nuit toutes les deux à son chevet, surveillant chacune de ses respirations. Au petit matin, quand Henri s'est enfin endormi paisiblement, Michel m'a prise dans ses bras. J'ai pleuré contre son épaule, épuisée par ces heures de terreur, et elle m'a caressé les cheveux avec une douceur infinie. « Béatrice, tu ne peux plus vivre comme ça. Henri pourrait mourir d'une de ces crises, et Philippe met votre famille en danger avec ses activités. Il faut que tu lui parles sérieusement, que tu lui fasses comprendre qu'il doit choisir entre la résistance et sa famille. » Quand Philippe est rentré le lendemain matin et qu'il a appris ce qui s'était passé, nous avons eu la dispute la plus violente de notre mariage. Je lui ai reproché son absence au moment où j'avais le plus besoin de lui, son égoïsme, son inconscience. Il m'a reproché de ne pas comprendre l'importance de son combat, de penser petit, de manquer de courage. « Tu ne comprends pas, Béatrice. Si nous ne nous battons pas, Henri grandira dans un monde où il n'aura aucune liberté, aucun avenir. Je me bats pour lui autant que pour la France. » Quel avenir, Philippe? Il risque de ne pas avoir d'avenir du tout si tu continues à nous mettre en danger. Et s'il meurt d'une crise pendant que tu joues au héros? Notre dispute a été si violente que Henri s'est réveillé en pleurant, encore affaibli par sa crise de la nuit. Nous nous sommes calmés pour ne pas l'affoler, mais quelque chose d'irréparable s'était brisé entre nous ce jour-là. Les semaines suivantes ont été marquées par une tension constante entre Philippe et moi. Il était plus distant, plus secret que jamais. Il sortait plus souvent et rentrait plus tard, parfois au petit matin avec des cernes sous les yeux et des vêtements froissés qui sentaient la fumée et la peur. Henri, lui, allait un peu mieux, grâce aux nouveaux médicaments que Michel avait réussi à se procurer. Elle me disait que son père avait des contacts spéciaux qui lui permettaient d'obtenir ces produits rares, même en temps de guerre. Michel était devenu indispensable à notre quotidien. Elle venait tous les jours, s'occupait d'Henri pendant que j'allais travailler à la boulangerie, l'aidait avec ses leçons quand sa santé le permettait et me réconfortait quand l'angoisse devenait trop forte. Sans elle, je n'aurais jamais pu tenir le coup dans cette période si difficile. Mais il y avait ces moments étranges où je la surprenais en train de regarder nos affaires avec une attention particulière. Un jour, je l'ai trouvée en train d'examiner les papiers de Philippe qui traînaient sur son bureau. Quand elle m'a vue, elle a souri et m'a dit qu'elle cherchait un crayon pour Henri. Une autre fois, je l'ai surprise en train de fouiller dans notre armoire, prétendant chercher des draps propres pour le lit d'Henri. Le plus troublant, c'était sa façon de regarder Philippe. Quand il rentrait à la maison et qu'elle était là, ses yeux le suivaient avec une intensité qui me mettait mal à l'aise. Un soir, je l'ai surprise en train de regarder notre photo de mariage posée sur la cheminée. Elle fixait Philippe sur la photo avec une expression que je n'arrivais pas à déchiffrer. Un mélange de tendresse, de désir et de quelque chose d'autre que je ne comprenais pas. « Il était beau, ton Philippe, le jour de votre mariage », m'avait-elle dit quand elle s'était rendue compte que je l'observais. « Il l'est toujours », avais-je répondu instinctivement, avec cette pointe de jalousie que je ne comprenais pas. « Oui, bien sûr », avait-elle répondu, mais son sourire ne semblait pas sincère. Le 28 février 1943 restera gravé dans ma mémoire comme le dernier jour de bonheur de ma vie. Henri avait passé une excellente journée. Sa respiration était claire, il avait joué dehors malgré le froid, et il avait même mangé avec appétit, ce qui était rare. Philippe était rentré plus tôt que d'habitude, et nous avait préparé un dîner simple mais délicieux avec les légumes de notre petit potager et un morceau de viande que j'avais réussi à obtenir chez Monsieur Dubois.
Pour la première fois depuis des semaines, nous avions dîné tous les trois comme une vraie famille, parlant de choses simples et agréables. Henri nous avait montré ses dessins de la journée, Philippe lui avait raconté une histoire drôle de ses élèves, et moi j'avais senti que nous pourrions peut-être retrouver notre bonheur d'avant, malgré la guerre et les difficultés. Ce soir-là, nous nous étions couchés apaisés, presque heureux. Philippe m'avait serré dans ses bras et m'avait dit « Tu sais, Béatrice, peut-être que tu as raison. Peut-être que je devrais arrêter ces activités et me concentrer sur notre famille. » J'avais senti l'espoir renaître en moi. Enfin, Philippe semblait comprendre que nous avions besoin de lui, que notre famille passait avant tout le reste. Vers 3 heures du matin, des coups violents à la porte nous ont réveillés en sursaut. « Ouvrez! Police française! Nous savons que vous êtes là !» Les coups redoublèrent de violence contre notre porte d'entrée, faisant trembler toute la maison comme si elle allait s'effondrer. Le bois craquait sous les coups de poing et de pied, et j'entendais distinctement le bruit métallique des armes qui s'entrechoquaient. Philippe s'était redressé dans le lit avec la rapidité d'un chat, instantanément réveillé, tous ses sens en alerte comme s'il s'était préparé à ce moment pendant des mois. Dans la petite chambre d'Henri, juste à côté de la nôtre, nous entendions notre fils qui commençait à pleurer, réveillé brutalement par ce vacarme terrifiant qui déchirait le silence de la nuit. Mon cœur battait si fort et si vite que j'avais l'impression qu'il allait exploser dans ma poitrine, qu'il allait percer mes côtes et s'échapper de mon corps. Mes mains tremblaient de façon incontrôlable et ma respiration était devenue aussi difficile que celle d'Henri pendant ses crises les plus graves. La peur, cette peur viscérale que j'avais ressentie pendant des mois, était enfin devenue réalité. « Reste ici et ne bouge pas », me chuchota Philippe d'une voix étrangement calme en enfilant rapidement son pantalon et sa chemise. « Quoi qu'il arrive, quoi que tu entendes, ne dis rien. Rien du tout. Tu ne sais rien, tu n'as rien vu, tu n'as jamais rien su de mes activités. »« Philippe, non !» murmurai-je en l'attrapant par le bras avec toute la force qui me restait. « N'y va pas, ne leur ouvre pas, sortons par la fenêtre de derrière, fuyons par les champs, nous pouvons encore nous échapper. » Mais même en prononçant ces mots, je savais que c'était impossible. Nous entendions déjà des bruits de bottes lourdes tout autour de la maison, des voix d'hommes qui se coordonnaient, des ordres secs qui fusaient dans la nuit. Ils avaient cerné complètement notre propriété, bloqué toutes les issues possibles. Il n'y avait aucune échappatoire, aucun espoir de fuite. Nous étions pris au piège, comme des rats dans une souricière. « Ouvrez immédiatement ou nous enfonçons la porte, vous avez 10 secondes !» La voix qui hurlait ces menaces n'était pas allemande. C'était un accent français, de notre région même, avec cette intonation particulière du Beaujolais que je connaissais bien. Des collaborateurs français, des compatriotes qui avaient choisi de se mettre au service de l'occupant. D'une certaine façon, cette découverte me fit encore plus mal que si ça avait été des soldats allemands. Ces hommes étaient nos voisins, peut-être des gens que nous croisions au marché, à l'église, dans les rues de notre village. Philippe se pencha vers moi et posa ses mains sur mes joues. Ses yeux bleus que j'aimais tant me regardaient avec une tendresse infinie mélangée à une résignation qui me brisa le cœur. Il savait déjà que c'était la fin. Il l'avait toujours su, au fond. Il savait que ce moment arriverait et il s'y était préparé mentalement. « Je t'aime, Béatrice. Plus que ma propre vie, plus que tout au monde. Quoi qu'il arrive cette nuit, quoi qu'il me fasse, quoi qu'il t'oblige à faire, souviens-toi que je t'aime et que je t'aimerai pour l'éternité. Et prends soin de notre Henri. Protège-le, élève-le, fais-en un homme bon. C'est tout ce qui compte maintenant. » Il m'embrassa une dernière fois, un baiser désespéré qui avait le goût des larmes et des adieux. Puis, il se dirigea vers l'escalier d'un pas ferme pendant que je me précipitais dans la chambre de notre fils. Henri était assis dans son petit lit en bois que Philippe avait fabriqué de ses mains, les yeux écarquillés de terreur, ses petites mains agrippées à son drap comme à une bouée de sauvetage. Sa respiration était déjà difficile sous l'effet de la peur et du réveil brutal. Le stress déclenchait toujours ses crises, et je voyais les signes avant-coureurs qui m'épouvantaient. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» chuchota-t-il d'une petite voix tremblante. « Pourquoi ces messieurs criment si fort? Ils sont en colère contre papa ?»« Chut, mon chéri,
murmurai-je en le prenant dans mes bras et en le serrant contre moi comme si je pouvais le protéger de tout le mal du monde. Ne dis rien, ne fais aucun bruit, reste bien sage avec maman, tout va bien se passer. Mais même en prononçant ces mots, je savais que je mentais. Rien n'allait bien se passer. Notre vie tranquille, notre petit bonheur familial malgré les difficultés, tout cela allait s'effondrer cette nuit. En bas, j'entendais la porte d'entrée s'ouvrir dans un grincement sinistre, suivi immédiatement par le bruit brutal de plusieurs paires de bottes qui entraient dans notre maison comme une invasion. Des voix d'hommes rudes résonnaient dans notre cuisine, notre salon, nos pièces intimes. C'était une violation, une profanation de notre foyer. J'entendais des meubles qu'on déplaçait violemment, des tiroirs qu'on ouvrait et qu'on vidait sur le sol, des objets qui se brisaient. Ils saccageaient notre maison méthodiquement. « Philippe Moreau ?» demanda une voix autoritaire et froide. « Oui, c'est moi. Que voulez-vous à cette heure? Ma famille dort. »« Votre famille ?» ricana la voix. « Elle va avoir l'occasion de se réveiller complètement. »« Philippe Moreau, vous êtes en état d'arrestation pour activité subversive contre l'État français, intelligence avec l'ennemi, aide aux terroristes et haute trahison. » Un bruit sourd résonna dans la cuisine, comme si Philippe était tombé ou avait été frappé violemment. J'entendis un gémissement de douleur qui me transperça le cœur. Mon mari, mon Philippe doux et intelligent, était en train de se faire brutaliser par ces hommes. Henri s'accrochait à moi de toutes ses petites forces, et je sentais sa respiration qui devenait de plus en plus difficile. Ces crises étaient toujours déclenchées par le stress, et cette situation était au-delà de tout ce qu'un enfant de 4 ans pouvait supporter. « Fouillez partout !» ordonna la voix du chef. « La cave, les chambres, le grenier, les moindres recoins, je veux toutes les preuves, tous les documents, toutes les armes, et si vous trouvez d'autres personnes cachées, amenez-les-moi immédiatement. » Des pas lourds montèrent l'escalier en bois qui menait à l'étage. Les marches craquaient sous le poids de plusieurs hommes qui montaient rapidement. En quelques secondes, la porte de la chambre d'Henri fut violemment ouverte et 3 hommes en uniforme français firent irruption dans la petite pièce comme des diables sortis de l'enfer. Je reconnus immédiatement leur chef. C'était Lucien Bonnard, un homme d'une 40aine d'années originaire du village voisin de Beaujeu que je connaissais de vue depuis des années. Un collaborateur notoire qui s'était mis au service des Allemands dès les premiers jours de l'occupation, traînant sa réputation de lâche et d'opportuniste dans toute la région. Il était grand, maigre, avec des cheveux noirs toujours gominés et des yeux sombres qui brillaient d'une cruauté particulière. On racontait qu'il avait déjà dénoncé plusieurs familles juives et fait arrêter des résistants pour s'attirer les bonnes grâces des Allemands. « Madame Moreau, » dit-il avec un sourire mauvais qui dévoilait ses dents jaunies par le tabac. « Désolé de vous déranger si tard dans la nuit, mais votre cher époux nous a causé bien des soucis ces derniers mois. Il était temps de régler cette affaire. »« Je ne sais pas de quoi vous parlez, » répondis-je d'une voix que j'essayais de garder ferme malgré ma terreur. « Mon mari est instituteur, rien d'autre. Il enseigne aux enfants du village, c'est tout ce qu'il fait. » Bonnard éclata d'un rire cruel et sarcastique qui résonna dans la petite chambre. « Instituteur? Ah, c'est très drôle. Oui, et moi je suis le maréchal Pétain en personne. Votre mari organise la résistance dans toute la région, ma petite dame. Il cache des armes, aide des terroristes, fait passer des espions vers la Suisse. Il est l'un des chefs du réseau que nous traquons depuis des mois. Et maintenant, nous le tenons enfin. » Pendant qu'il me parlait avec cette satisfaction évidente, ces 2 hommes retournaient systématiquement la chambre d'Henri. Ils vidaient l'armoire, jetaient tous les vêtements de mon fils sur le sol, fouillaient sous le matelas, regardaient derrière tous les meubles. L'un d'eux, un gros homme au visage rouge et aux mains épaisses, descendit rapidement à la cave et remonta quelques minutes plus tard avec une caisse en bois remplie d'objets qui appartenaient aux familles juives que nous avions accepté d'aider. « Tiens, tiens !» ricana Bonnard en examinant le contenu de la caisse. « Qu'est-ce que c'est que ça? Des bijoux anciens, des papiers d'identité, des photos de famille. Votre mari collectionne les souvenirs juifs maintenant? Ou peut-être qu'il fait du recel, du chantage ?» Henri s'accrochait à moi de toutes ses forces, son petit corps tremblant comme une feuille.
Sa respiration était devenue de plus en plus difficile, et je reconnaissais tous les signes avant-coureurs d'une de ces crises majeures. Le sifflement caractéristique commençait à se faire entendre à chaque inspiration, et ses lèvres prenaient cette teinte légèrement bleutée qui me terrifiait toujours. « Monsieur, s'il vous plaît, suppliai-je en serrant Henri contre moi. Mon fils est gravement malade, il fait de l'asthme sévère. Tout ce stress, cette peur, ça déclenche ces crises. Il a besoin de calme et de ses médicaments, sinon il peut mourir. »« Votre fils ?» dit Bonnard en s'approchant de nous avec un intérêt soudain qui me glaça le sang. « Quel âge a-t-il exactement ?»« 4 ans, murmurai-je, terrifié par la façon dont il regardait Henri comme un prédateur qui évalue sa proie. 4 ans. L'âge parfait pour comprendre certaines leçons importantes de la vie. L'âge parfait pour apprendre ce qu'il en coûte d'avoir un père traître à la patrie, un père qui préfère aider les ennemis de la France plutôt que de protéger sa propre famille. Il y avait quelque chose de démoniaque dans ses yeux, une cruauté froide et calculée qui me fit comprendre que cet homme était capable de s'attaquer à un enfant innocent pour atteindre ses objectifs. Ce n'était pas un simple collaborateur opportuniste, c'était un monstre qui prenait plaisir à faire souffrir. De la cuisine, nous entendîmes soudain des bruits de lutte, des chaises qui se renversaient, puis la voix de Philippe qui criait « Laissez ma famille tranquille, ils ne savent rien de mes activités, rien du tout. C'est moi que vous voulez, alors prenez-moi et fichez-leur la paix. »« Fermez-la !» hurla une voix d'homme, suivie immédiatement par un bruit sourd, comme un coup de poing ou de crosse de fusil. Philippe gémit de douleur, et je dus me retenir de toutes mes forces pour ne pas descendre en courant pour le défendre. Bonnard fit signe à ces 2 hommes de descendre avec nous. « Allez, Madame Moreau, descendons rejoindre votre héros de mari. Il va être temps de passer aux choses sérieuses. » Dans la cuisine, le spectacle qui m'attendait me brisa le cœur. Philippe était agenouillé au milieu de la pièce, les mains attachées dans le dos avec une corde qui lui sciait la peau. Son visage était tuméfié par les coups qu'il avait reçus. Sa lèvre inférieure saignait abondamment, son œil droit commençait à enfler et une traînée de sang coulait de son nez sur sa chemise déchirée. Autour de lui, notre cuisine bien-aimée était sans dessus-dessous. Nos affaires étaient éparpillées partout, nos placards vidés, notre vaisselle brisée sur le carrelage. Quand Philippe nous vit arriver, Henri et moi, ses yeux se remplirent de larmes de douleur et de colère impuissante. « Béatrice, mon petit Henri, » murmura-t-il d'une voix brisée, « je suis désolé, je suis tellement désolé de vous avoir entraîné dans cette situation. » Henri voulut immédiatement courir vers son père, mais je le retins fermement contre moi. Sa respiration était maintenant clairement sifflante, et je savais qu'une crise majeure se préparait. Dans quelques minutes, s'il ne recevait pas ses médicaments, il pourrait mourir étouffé sous nos yeux. « Alors, Moreau !» reprit Bonnard, en s'installant tranquillement sur une de nos chaises comme s'il était chez lui. « Vous pensiez vraiment que nous allions vous laisser jouer au héros indéfiniment? Vous et votre petit réseau de terroristes, vous nous prenez pour des imbéciles? Vous croyez que nous ne savons pas tout ce que vous manigancez depuis des mois? » « Je ne sais pas de quoi vous parlez, » répondit Philippe en crachant un peu de sang. « Je suis instituteur, j'enseigne aux enfants. C'est tout. »« Ah non » ricana Bonnard. « Et ces rendez-vous secrets dans votre cave tous les mercredis soirs? Et ces armes que vous cachez dans votre remise? Et ces cartes d'état-major que nous avons trouvées dans votre bureau? Et ces gens que vous aidez à fuir vers la Suisse en passant par le col de la Faucille? Vous niez tout ça aussi ?» Le visage de Philippe se décomposa. Il savait tout, absolument tout. Quelqu'un leur avait donné des informations extrêmement précises sur toutes ses activités, sur tous ses contacts, sur toute l'organisation du réseau. Ce n'était pas le fruit d'une enquête ou d'une surveillance. C'était une dénonciation complète, détaillée, précise. « Qui ?» murmura Philippe. « Qui vous a dit tout ça ?»« Oh, nous y viendrons, » dit Bonnard avec un sourire satisfait. « Mais d'abord, nous devons régler certaines choses urgentes. » C'est à ce moment précis qu'Henri eut sa crise. D'un coup, sa respiration se bloqua presque totalement. Il émettait maintenant ce sifflement épouvantable que je connaissais trop bien,
Ses lèvres devenaient rapidement bleues et ses petites mains griffaient désespérément l'air, comme s'il essayait d'attraper l'oxygène qui lui manquait cruellement. Ses yeux roulaient dans leurs orbites et je sentais son petit corps qui commençait à convulser légèrement. « Henri, mon bébé !» criai-je en me précipitant vers l'armoire de la cuisine où nous gardions ses médicaments d'urgence. « Attendez-moi, mon chéri, maman arrive !» Mais Bonnard me barra brutalement la route, son corps maigre mais ferme bloquant complètement l'accès à l'armoire. « Où croyez-vous aller comme ça, Madame Moreau ? Mon fils fait une crise d'asthme gravissime. Il a besoin de ses médicaments immédiatement ou il va mourir. Laissez-moi passer. »« Mourir ?» dit-il avec un sourire horrible qui déformait son visage émacié. « Ce serait vraiment dommage, si jeune, si innocent. Mais voyez-vous, nous ne sommes pas pressés. » Philippe se débattait comme un possédé contre ses liens, tirant si fort sur la corde que ses poignets saignaient maintenant. « Saloparde, ordure, laissez-la soigner notre fils. Il n'a rien fait, c'est un enfant innocent. S'il vous reste une once d'humanité, laissez-la le sauver. »« Oh mais si, il a fait quelque chose, ce petit, » répliqua Bonnard calmement en allumant une cigarette avec une lenteur délibérée. « Il a eu le grand malheur d'avoir un père traître, un père qui préfère aider les ennemis de la France plutôt que de protéger sa propre famille. Et pour les traîtres, voyez-vous, il faut parfois prendre des mesures particulières. » Henri était maintenant dans un état critique dans mes bras. Sa respiration n'était plus qu'un râle de plus en plus faible. Sa peau prenait une teinte grisâtre terrifiante, et ses petits yeux commençaient à se révulser. Je regardais désespérément l'étagère où se trouvaient ses médicaments, à quelques mètres de moi seulement, mais Bonnard ne bougeait pas d'un millimètre. « Laissez-moi le soigner !» hurlai-je avec toute la force qui me restait. « Je vous en supplie, il va mourir sous vos yeux !»« Peut-être, » dit-il froidement en tirant sur sa cigarette, « ou peut-être pas. Cela dépend entièrement de votre mari et de sa volonté de coopérer avec nous. » Il s'approcha lentement de Philippe et sortit un pistolet allemand qu'il posa délicatement sur sa tempe droite. « Voilà ce qui va se passer, Moreau. C'est très simple, très clair. Vous allez nous donner immédiatement et sans discuter tous les noms de votre réseau de terroristes, toutes leurs cachettes, tous leurs plans, tous leurs contacts. En échange, nous laisserons votre femme donner ses médicaments à votre fils mourant. » « Jamais, » cracha Philippe malgré le canon froid pressé contre sa tempe. « Vous pouvez me torturer, me tuer, faire ce que vous voulez de moi, mais je ne trahirai jamais mes camarades. »« Vous tuer » rit Bonnard d'un rire glaçant. « Ce serait beaucoup trop simple, beaucoup trop rapide. Non, nous avons beaucoup mieux en réserve pour vous. Mais d'abord, regardez bien votre fils, Moreau. Regardez comme il souffre atrocement. Regardez comme sa petite vie s'échappe minute par minute. Dans très peu de temps maintenant, si sa crise continue sans traitement, il sera mort. Étouffé. Est-ce vraiment ça que vous voulez pour lui ? » Henri était effectivement en train de mourir dans mes bras. Sa respiration n'était plus qu'un souffle ténu et irrégulier. Sa peau était devenue presque violette, et je sentais son petit corps qui s'abandonnait progressivement à l'asphyxie. Il me restait peut-être 1 ou 2 minutes tout au plus pour le sauver. « Philippe » suppliai-je, partagé entre l'amour pour mon mari et l'instinct maternel de sauver mon enfant. « Il va mourir, notre bébé va mourir. Dis-leur ce qu'ils veulent savoir. » Mais Philippe me regardait avec des yeux déchirés par un dilemme atroce. Il était partagé entre l'amour inconditionnel pour son fils et sa fidélité absolue envers ses camarades de la résistance. Je comprenais son déchirement, mais mon instinct de mère était plus fort que tout le reste. « Philippe, par pitié, pense à Henri, pense à notre enfant. » C'est alors que Bonnard décida de jouer sa carte maîtresse, celle qui allait achever de détruire notre famille. Il fit signe à l'un de ses hommes qui sortit rapidement de la maison et revint quelques minutes plus tard, accompagné d'une silhouette que je reconnus immédiatement, malgré l'obscurité de la nuit et le manteau sombre qui dissimulait partiellement son visage. Michel. Elle entra dans notre cuisine en évitant soigneusement de croiser mon regard. Mais il n'y avait aucune surprise sur ses traits, aucune peur, aucun étonnement. Elle savait exactement ce qui se passait. Elle était attendue. Elle faisait partie du plan. « Michel »
murmurai-je, complètement abasourdi par cette apparition cauchemardesque. Qu'est-ce que tu fais là? Comment tu es arrivée ici? Elle ne répondit pas immédiatement, gardant les yeux baissés, mais Bonnard sourit avec une satisfaction évidente et répugnante. Ah, vous ne saviez pas? Votre chère amie Michel travaille avec nous depuis des mois. C'est elle qui nous a renseignés sur toutes les activités de votre mari, sur tous ses contacts, sur tous ses projets. Une patriote, cette Michel. Une vraie Française qui a compris de quel côté était son intérêt. Le monde s'écroulait littéralement autour de moi. Michel, ma meilleure amie depuis des années, celle qui m'aidait quotidiennement avec Henri, qui me consolait dans mes moments de détresse, qui était devenue indispensable à notre vie quotidienne, qui connaissait tous nos secrets. Michel nous avait trahis de la façon la plus ignoble qui soit. Elle était directement responsable de cette situation cauchemardesque, de cette nuit d'horreur. « Pourquoi » murmurai-je en la regardant enfin oser croiser mon regard. « Pourquoi nous as-tu fait ça? Qu'est-ce que nous t'avons fait ?» Pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans notre cuisine dévastée, Michel me regarda directement dans les yeux. Et ce que j'y vis me fit plus mal que tous les coups du monde, plus mal que toutes les tortures imaginables. Il n'y avait pas de remords dans ces yeux verts que j'avais crus si sincères. Il n'y avait pas de culpabilité, pas de regret. Il y avait de la colère, de la jalousie, de la haine, et quelque chose d'autre que je ne comprenais pas encore complètement mais qui me terrifiait. « Parce que Philippe méritait mieux que toi », dit-elle enfin d'une voix froide et coupante que je ne lui avais jamais entendue. Parce qu'il gâchait sa vie avec une femme médiocre qui ne le comprenait pas, qui ne partageait pas ses idéaux, qui ne faisait que le freiner et le décourager. Il aurait dû être avec quelqu'un qui l'admirait vraiment, qui l'aimait pour ce qu'il était réellement, qui l'aurait soutenu dans ses combats. La vérité me frappa comme un coup de massue. Michel était amoureuse de Philippe. Depuis le début, depuis des années peut-être. Toutes ces visites quotidiennes, cette sollicitude excessive, cette façon subtile de me critiquer et de critiquer notre couple, ces regards étranges qu'elle posait sur mon mari. Elle était éperdument amoureuse de Philippe, et elle nous avait trahis par pure jalousie amoureuse. « Tu es folle !» murmurai-je, effondré par cette révélation. « Tu es complètement folle. Comment as-tu pu faire ça ?» « Non, » répliqua-t-elle avec une conviction effrayante. « Je suis parfaitement lucide. Philippe se battait pour un idéal noble et nécessaire. Et toi, tu ne faisais que le freiner, le décourager, l'empêcher d'être l'homme extraordinaire qu'il aurait pu devenir. Tu l'as rendu faible avec tes peurs et tes jérémiades constantes. » Philippe la regardait avec un dégoût et une horreur totale. « Vous me rendez malade, » lui cracha-t-il. « Comment avez-vous pu faire une chose pareille? Trahir votre propre pays, vos propres amis, une famille qui vous faisait confiance. »« Je n'ai trahi personne, » cria Michel, perdant enfin son sang-froid et révélant la folie qui l'habitait. « J'ai essayé de sauver l'homme que j'aimais d'une situation qui allait inévitablement le détruire. J'ai voulu lui éviter de finir fusillé ou déporté dans un camp. En me livrant aux collaborateurs, en condamnant ma famille innocente. » Bonnard, qui avait écouté cet échange passionné avec un amusement évident, reprit le contrôle de la situation d'une voix autoritaire. « Très touchant, tout ça, mais nous perdons un temps précieux. Votre fils est en train de mourir, Moreau, et nous n'avons toujours pas les informations que nous exigeons. » Henri était effectivement en train de mourir dans mes bras. Sa respiration n'était maintenant plus qu'un souffle imperceptible et irrégulier. Sa peau avait pris une teinte violacée terrifiante et ses petits yeux se fermaient définitivement. Je n'avais plus qu'une minute, peut-être moins, pour le sauver. « Alors voilà ce qui va se passer maintenant, » continua Bonnard d'une voix glaciale. « Nous allons vous proposer un marché très simple et très clair que même un instituteur peut comprendre. » Il fit signe à ces hommes qui soulevèrent brutalement Philippe et le mirent debout, le pistolet toujours fermement pressé contre sa tempe. « Madame Moreau, écoutez-moi très attentivement. Votre mari va mourir cette nuit. C'est absolument inévitable. Nous l'exécuterons ici même, dans votre cuisine, devant vous et votre fils. Mais nous sommes des hommes généreux. Nous croyons au libre arbitre.
Sa voix était devenue doucereuse, hypocrite, démoniaque. Nous allons vous laisser choisir la façon dont les choses vont se passer. Si vous nous donnez immédiatement, sans discuter, tous les noms de tous les membres du réseau de votre mari, nous l'exécuterons proprement, d'une seule balle dans la tête, et nous vous laisserons immédiatement donner ces médicaments à votre fils. Henri vivra, grandira, aura une chance d'avoir une vie normale et heureuse. Il marqua une pause théâtrale, savourant visiblement l'effet de ses paroles. Mais si vous refusez de coopérer avec nous, si vous persistez dans votre obstination stupide, nous emmènerons votre mari vivant avec nous. Il sera torturé pendant des jours, des semaines peut-être, jusqu'à ce qu'il finisse par nous dire tout ce que nous voulons savoir. Et pendant tout ce temps, nous ne vous laisserons pas soigner votre fils. Il mourra ici, cette nuit même, dans d'atroces souffrances, sous vos yeux impuissants. Le monstre me regardait avec un sourire cruel et satisfait. Alors, Madame Moreau, qu'est-ce que vous choisissez? La mort rapide et propre de votre mari et la vie sauvée de votre fils? Ou la torture prolongée de votre mari et la mort atroce de votre fils? Henri était en train de mourir dans mes bras. Son petit visage était devenu violacé, presque noir autour des lèvres, et sa respiration n'était plus qu'un râle presque inaudible qui s'affaiblissait de seconde en seconde. Je sentais la vie qui s'échappait de son petit corps, comme l'air d'un ballon qui se dégonfle. Ses petits yeux, ses yeux bleus si semblables à ceux de Philippe, commençaient à se révulser, et ses petites mains n'avaient plus la force de s'accrocher à ma robe. Il me restait peut-être 30 secondes, pas plus, pour prendre cette décision qui entrait le reste de ma vie. « Alors, Madame Moreau ?» insista Bonnard d'une voix impitoyable, son pistolet allemand toujours fermement pressé contre la tempe de Philippe. « Votre réponse? Le temps presse dangereusement pour votre fils. Dans quelques secondes, il sera trop tard, même avec les médicaments. » Je regardais alternativement Philippe, puis Henri mourant dans mes bras, puis Michel qui évitait soigneusement mon regard et fixait obstinément le sol de notre cuisine dévastée, puis de nouveau Bonnard qui attendait ma réponse avec ce sourire démoniaque qui ne quittait plus son visage émacié. Comment choisir entre la vie de son mari et celle de son enfant? Comment une mère, comment une épouse peut-elle faire un tel choix sans devenir folle? Comment peut-on demander à un être humain de décider qui, de son mari ou de son fils, mérite de vivre? Philippe, malgré ses nombreuses blessures au visage et le canon froid pressé contre sa tempe, me regardait avec des yeux remplis d'un amour infini et d'une compréhension qui me brisait le cœur. Il savait exactement ce qui se passait dans ma tête, il connaissait le déchirement atroce que je vivais, et dans ses yeux, je lisais déjà sa décision. « Béatrice, murmura-t-il d'une voix brisée par l'émotion et les coups reçus, sauve Henri, sauve notre fils. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce que je veux que tu fasses. N'hésite pas. »« Non !» criai-je avec toute la force qui me restait. « Je ne peux pas choisir entre vous deux. Je ne peux pas sacrifier l'homme que j'aime pour sauver notre enfant. C'est impossible. » Mais Henri convulsait maintenant violemment dans mes bras, son petit corps secoué de spasmes terrifiants. Ses petits yeux se révulsaient complètement, ne montrant plus que le blanc, et je savais qu'il n'avait plus que quelques secondes à vivre. L'asphyxie était en train de l'emporter définitivement. « 10 secondes, annonça Bonnard avec une cruauté glaciale. Après ça, votre fils sera mort et nous emmènerons quand même votre mari pour le torturer. » Dans un cri déchirant qui sortait du plus profond de mon âme de mère, je craquai « Les noms! Je vais vous donner les noms, mais laissez-moi d'abord sauver mon fils, je vous en supplie. » Bonnard sourit avec une satisfaction démoniaque, savourant sa victoire. « Non, non, ma petite dame. D'abord les noms, tous les noms, ensuite seulement les médicaments. C'est comme ça que ça marche. Pas de pitié pour les traîtres. » Les larmes coulaient sur mes joues comme une rivière intarissable, brouillant ma vision. Mes mains tremblaient si fort que j'avais du mal à tenir Henri. Philippe me regardait avec une expression de pardon absolu, de compréhension totale, comme s'il me libérait par avance de la culpabilité de ce que j'allais faire. « Dis-leur, Béatrice, » murmura-t-il avec une tendresse infinie. « Je t'en supplie, dis-leur tout ce que tu sais. Sauve notre enfant, c'est ce que je veux.
c'est ce que tout père voudrait. Avec une voix brisée par les sanglots, entrecoupée de hoquets de désespoir, je commençais à livrer les secrets de la résistance. Il y a Robert Dumont qui habite dans la Maison Bleue près de l'église. Il cache des armes dans sa cave. Et Pierre Lacroix, le forgeron du village, celui qui a la barbe rousse. Il répare les armes et fabrique des munitions dans son atelier la nuit. Et Jean-Baptiste Martin, celui qui tient l'épicerie à Beaujeu. Il fait passer des messages et de la nourriture aux maquisards. Bonnard écrivait rapidement dans un petit carnet en cuir, notant soigneusement chaque détail. Continuez. Je veux tous les noms, toutes les adresses, tous les détails que vous connaissez. Chaque nom que je prononçais était comme un couteau que je plantais dans le cœur de Philippe, dans l'idéal pour lequel il s'était battu. Marcel Rousseau, le cousin du pharmacien, celui qui a les cheveux blancs. Il transporte des gens vers la Suisse dans son camion de livraison. André Bleton, l'instituteur de Saint-Georges-de-Renin, il enseigne le jour et organise des sabotages la nuit. Et François Girard, qui travaille à la gare de Belleville. Il donne des informations sur les trains allemands et aide les prisonniers évadés. À chaque nom que je prononçais, je voyais Philippe fermer les yeux de douleur, comme si je lui tirais dessus personnellement. Je condamnais ses amis, ses frères d'armes, des hommes courageux qui se battaient pour la liberté de la France, des pères de famille qui risquaient tout pour un idéal. Mais Henri était en train de mourir dans mes bras, et rien d'autre ne comptait à ce moment-là. Il y a aussi Gabriel Dupuis, le menuisier de la rue de la Mairie, continuai-je, ma voix devenant de plus en plus faible. Il fabrique de faux papiers dans son atelier. Et Louis Mercier, le boulanger de Fleury, il cache des parachutistes anglais dans son fournil. « C'est tout ?» demanda Bonnard en levant les yeux de son carnet. « Oui, c'est tout ce que je sais, » mentis-je délibérément, gardant pour moi les noms de ceux que Philippe avait mentionnés le plus rarement, ceux qu'il protégeait le plus jalousement. Au moins, je pouvais sauver quelques-uns de ses camarades. Bonnard referma son carnet avec satisfaction. « Très bien, marché conclu, nous avons ce qu'il nous fallait. » Il fit signe à ses hommes de s'emparer de Philippe. Ils le traînèrent brutalement vers la porte d'entrée, ses pieds nus glissant sur le carrelage froid de notre cuisine. Je me précipitai immédiatement vers l'armoire, mes mains tremblant si fort que j'eus du mal à ouvrir le flacon de médicaments d'Henri. Je lui administrai rapidement le traitement d'urgence, et presque immédiatement, ses lèvres commencèrent lentement à reprendre une couleur normale, sa respiration à se stabiliser et à devenir plus régulière. Mais au moment où Philippe franchissait le seuil de notre maison pour la dernière fois, Bonnard se retourna vers moi avec un sourire machiavélique qui me glaça le sang. « Ah, j'oubliais de vous préciser quelque chose d'important, Madame Moreau. Votre mari sera exécuté demain matin à l'aube, après nous avoir menés aux dernières caches d'armes que nous ne connaissons pas encore. Nous avons encore besoin de lui quelques heures. »« Non, » hurlai-je, avec un désespoir total. « Vous aviez dit que vous l'exécuteriez ici, rapidement, d'une balle dans la tête. »« J'ai dit qu'il mourrait cette nuit si vous ne coopériez pas, » ricana Bonnard. « Vous avez coopéré, alors il mourra demain. Nuance importante, madame. Apprenez à écouter plus attentivement. » La cruauté de cet homme dépassait tout ce que j'avais pu imaginer. Il m'avait fait croire que Philippe mourrait rapidement, sans souffrance supplémentaire. Et maintenant, il m'annonçait qu'il allait être torturé toute la nuit pour révéler les derniers secrets. Philippe me regarda une dernière fois depuis le seuil de notre porte. Malgré ses blessures, malgré la situation désespérée, il y avait une sérénité étrange dans ses yeux. « Je t'aime, Béatrice, plus que ma propre vie. Élève bien notre Henri. Fais-en un homme bon et libre. Et souviens-toi toujours, tu as fait le bon choix, tu as sauvé ce qui comptait le plus. » Ces mots furent les derniers que j'entendis de la bouche de l'homme que j'aimais. Ils l'emmenèrent dans la nuit froide de février, et je ne le revis jamais vivant. Je restai seul dans notre maison dévastée, avec Henri qui respirait enfin normalement dans mes bras, et Michel qui était restée silencieuse pendant tout l'échange, comme pétrifiée par l'horreur de ce qu'elle avait déclenché. Quand la maison fut enfin vide des autres hommes, et que le silence retomba sur notre foyer détruit, Michel s'approcha lentement de moi, les yeux rougis par les larmes. « Béatrice, commença-t-elle d'une voix hésitante. « Sors de chez moi, dis-je d'une voix glaciale,
sans même la regarder. Sors immédiatement et ne remets jamais les pieds ici. Plus jamais. Tu ne comprends pas. J'ai essayé de vous sauver. J'ai négocié avec Bonnard pour qu'il vous laisse la vie sauve, à Henri et à toi. Sans mon intervention, vous seriez tous morts cette nuit. Tu nous as sauvés, étouffai-je d'indignation en me retournant enfin vers elle. Tu nous as sauvés? Tu nous as complètement détruits? À cause de toi, Philippe va mourir demain. À cause de ta jalousie maladive, de ton amour possessif et destructeur. Michel se mit à pleurer abondamment, ses épaules secouées de sanglots. Je l'aimais, Béatrice. Je l'ai toujours aimé, depuis le premier jour où il est arrivé dans notre village. Mais il ne me voyait pas, il ne me regardait même pas. Il n'avait Dieu que pour toi, que pour votre petit bonheur parfait. Alors tu as préféré le détruire plutôt que de le voir heureux avec moi? Tu as préféré l'envoyer à la mort plutôt que d'accepter qu'il en aime une autre? Je pensais que si quelque chose vous séparait, si tu n'étais plus dans sa vie, il finirait par se tourner vers moi, par comprendre que je l'aimais vraiment. Je n'avais pas prévu que ça irait aussi loin, que Bonnard serait si cruel. Il m'avait dit qu'ils arrêteraient juste Philippe pour l'interroger, qu'il ne vous ferait aucun mal. Tu es naïve ou tu mens délibérément? Tu savais très bien ce qui allait se passer quand on dénonce des résistants aux collaborateurs. Tu savais qu'ils allaient le torturer et l'exécuter. Michel pleura encore plus fort, son visage déformé par le chagrin et la culpabilité. Quand j'ai compris qu'ils allaient vraiment le tuer, qu'ils n'allaient pas se contenter de l'arrêter, j'ai essayé de négocier pour vous épargner. C'est grâce à moi qu'Henri est encore vivant, grâce à moi qu'ils t'ont laissé le choix. C'est grâce à moi qu'Henri est vivant, criai-je avec une colère noire, parce que j'ai accepté de trahir les amis de mon mari, parce que j'ai choisi de sacrifier Philippe. Tu appelles ça me rendre service? Tu as fait ce qu'il fallait faire. Une mère doit toujours protéger son enfant, même au prix de sa propre vie, même au prix de celle de son mari. Ne me dis jamais ce qu'une mère doit faire. Tu n'as jamais eu d'enfant. Tu ne sais pas ce que c'est que cet amour-là. Sors de chez moi avant que je t'étrangle de mes propres mains. Michel recula lentement vers la porte, toujours en pleurs, mais elle s'arrêta sur le seuil. Béatrice, tu verras. Avec le temps, quand la douleur se sera apaisée, tu comprendras. Philippe était trop bon, trop pur pour ce monde cruel et violent. Au moins maintenant, Henri pourra grandir en paix, sans avoir un père qui met sa famille en danger. En paix? Tu crois vraiment qu'Henri grandira en paix en sachant que sa propre mère a envoyé son père à la mort? Tu crois qu'il me pardonnera quand il apprendra la vérité? Il ne le saura jamais, répliqua Michel avec une assurance troublante. Qui le lui dira? Qui dans ce village oserait raconter cette histoire à un enfant innocent? Ces mots me glacèrent jusqu'aux os. Michel avait raison. Qui raconterait jamais à Henri la vérité sur cette nuit d'horreur? Qui lui dirait que sa propre mère avait choisi de sauver sa vie au prix de celle de son père? Ce secret resterait enfoui, et Henri grandirait en ignorant tout des circonstances réelles de la mort de Philippe. Après le départ de Michel, je restai seule avec Henri, endormi dans mes bras. Notre maison était complètement dévastée, notre vie détruite à jamais, et Philippe allait mourir dans quelques heures. J'avais sauvé mon fils, mais à quel prix épouvantable. Les heures qui suivirent furent les plus longues et les plus atroces de toute ma vie. Je ne dormis pas une seconde. Je restai assise dans ma cuisine saccagée, tenant Henri contre moi, fixant l'horloge murale qui égrenait lentement les minutes, attendant l'aube avec une angoisse qui me rongeait de l'intérieur. Vers 5h30 du matin, alors que les premiers rayons du soleil perçaient à travers nos rideaux déchirés, j'entendis des coups de feu au loin, du côté de la forêt communale, où les Allemands avaient l'habitude d'exécuter leurs prisonniers. Mon cœur s'arrêta complètement de battre. Philippe. Je pleurai toute cette journée et toutes les suivantes. Les voisins vinrent aux nouvelles, attirés par le bruit de la nuit précédente et inquiets de ne plus voir Philippe. Je leur racontais qu'une bande de cambrioleurs avait saccagé la maison, que Philippe avait essayé de les arrêter et qu'il l'avait emmené avec eux.
personne ne posa de questions trop précises. En temps de guerre, ce genre d'incident était malheureusement très courant, et chacun préférait ne pas trop s'impliquer dans les affaires des autres. Dans les jours qui suivirent, les arrestations se multiplièrent dans toute la région avec une efficacité redoutable. Robert Dumont fut pris dès le lendemain matin dans sa maison près de l'église. Pierre Lacroix fut arrêté 3 jours plus tard dans son atelier. Jean-Baptiste Martin disparut de son épicerie sans laisser de traces. Tous les hommes dont j'avais donné les noms furent arrêtés un par un, méthodiquement, grâce aux informations précises que j'avais fournies. Certains furent exécutés immédiatement, d'autres furent déportés vers l'Allemagne et ne revinrent jamais. J'étais directement et personnellement responsable de leur sort tragique. Officiellement, Philippe était porté disparu. Son corps ne fut jamais retrouvé officiellement, du moins pas pendant la guerre. Le maire du village, M. Bertrand, vint me voir une semaine exactement après les événements de cette nuit maudite. « Béatrice, je suis profondément désolée pour Philippe. C'était un homme remarquable, un vrai patriote. » « Merci, monsieur le maire. Il y a quelque chose d'important que vous devez savoir. Nos hommes ont trouvé plusieurs corps dans la forêt communale, près du vieux chêne. Des résistants qui ont été exécutés par les Allemands. Philippe était parmi eux. » Ces mots confirmèrent officiellement ce que je savais déjà dans mon cœur, mais les entendre prononcer à voix haute fut comme recevoir un coup de poignard en plein cœur. Il y aura une cérémonie discrète pour honorer tous ces hommes courageux, après la guerre, quand nous serons enfin libérés. Ils seront tous honorés comme des héros de la résistance française. Des héros. Philippe était mort en héros de la résistance, et moi, j'étais celle qui l'avait directement envoyé à la mort en trahissant ses camarades. Comment pourrais-je jamais vivre avec ce poids sur la conscience? Les années passèrent lentement, douloureusement. Henri grandit sans vraiment comprendre ce qui s'était passé cette nuit terrible de février 1943. Je lui racontais simplement que son papa était parti très loin pour aider les gens qui souffraient, et qu'il ne reviendrait jamais parce qu'il était devenu un ange au ciel. Avec le temps et l'innocence de l'enfance, il cessa de demander quand papa reviendrait à la maison. Mais moi, je n'oubliais rien. Pas un seul détail. Chaque nuit, je revivais cette scène atroce dans mes cauchemars. Chaque nuit, j'entendais la voix cruelle de Bonnard me forcer à choisir entre Philippe et Henri. Chaque nuit, je me réveillais en sueur, me demandant si j'avais vraiment fait le bon choix, si Philippe aurait voulu que je le sacrifie pour sauver Henri. Michel ne revint plus jamais à la maison. Elle continua à vivre au village, aidant son père vieillissant à tenir la pharmacie, mais nous nous évitions soigneusement comme 2 ennemis mortels. Quand nous nous croisions par hasard dans la rue ou au marché, elle baissait immédiatement les yeux et changeait de trottoir. Elle savait que je ne lui pardonnerais jamais ce qu'elle avait fait à notre famille. Mais notre histoire ne s'arrêtait pas là, car 25 ans plus tard, en 1968, alors qu'Henri était devenu un homme marié avec ses propres enfants, j'allais découvrir une vérité terrible qui bouleverserait tout ce que je croyais savoir sur cette nuit maudite de février 1943. Une vérité que Michel avait gardée secrète pendant toutes ces années et qui rendrait ma culpabilité encore plus lourde à porter, encore plus insupportable. 25 ans avaient passé depuis cette nuit maudite de février 1943. Henri était devenu un homme de 30 ans, marié à une femme merveilleuse nommée Catherine et père de 2 petites filles adorables, Sylvie et Anne. Il travaillait comme professeur de littérature au lycée de Lyon, suivant sans le savoir les traces de son père. Sa santé s'était complètement rétablie avec l'âge, et personne n'aurait pu deviner qu'il avait été un enfant si fragile. Nous vivions paisiblement dans une petite maison près du centre-ville de Lyon. Henri ne parlait jamais de son père, et moi je n'évoquais Philippe que très rarement. Le secret de cette nuit terrible restait enfoui au plus profond de mon cœur, comme une blessure qui ne cicatrisait jamais. Henri croyait toujours que son père était mort en héros de la résistance, sans connaître les circonstances exactes de sa disparition. C'était un dimanche après-midi de mai 1968. Les événements de mai 68 battaient leur plein à Paris. Les étudiants manifestaient,
Le pays était en ébullition, mais dans notre petit salon tranquille, nous regardions Henri jouer avec ses filles pendant que Catherine préparait le thé. Un moment de bonheur simple qui me rappelait douloureusement les dimanches d'autrefois avec Philippe. On sonna à la porte. Henri alla ouvrir et revint quelques minutes plus tard avec une expression troublée sur le visage. « Maman, il y a une dame qui veut te voir. Elle dit qu'elle te connaît depuis très longtemps. Elle s'appelle Michel Rousseau. » Mon sang se glaça dans mes veines. Michel. Après 25 ans de silence, après toutes ces années où nous nous étions évités comme deux ennemis, elle venait chez moi. Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qu'elle voulait après tout ce temps? « Fais-la entrer, dis-je d'une voix que j'essayais de garder neutre. Michel entra dans notre salon et je fus choqué par son apparence. La femme de 53 ans qui se tenait devant moi était vieillie prématurément. Ses cheveux châtains étaient devenus complètement blancs, son visage était creusé de rides profondes, et ses yeux verts avaient perdu tout leur éclat. Elle semblait porter le poids du monde sur ses épaules. « Bonjour Béatrice, dit-elle d'une voix tremblante. Merci de me recevoir. » Henri nous regardait avec curiosité. « Vous vous connaissez depuis longtemps ?»« Nous étions amis d'enfance, » répondis-je sèchement. « Henri, emmène Catherine et les filles faire une promenade au parc. J'ai à parler avec Madame Rousseau. » Quand nous fûmes seuls, un silence pesant s'installa dans le salon. Michel me regardait avec des yeux remplis d'une souffrance évidente et je sentais qu'elle avait quelque chose d'important à me dire. « Pourquoi es-tu venue ?» demandai-je froidement. « Après 25 ans de silence, qu'est-ce qui t'amène chez moi ?» Michel s'assit lourdement dans le fauteuil face à moi, comme si ses jambes ne pouvaient plus la porter. « Je suis malade, Béatrice. Un cancer. Les médecins me donnent quelques mois, peut-être moins. » Malgré ma rancune, cette nouvelle me toucha. « Je suis désolée. »« Non, tu n'es pas désolée, et je te comprends, » dit-elle avec un sourire triste. « Mais avant de mourir, je dois te dire quelque chose. Quelque chose que j'aurais dû te dire il y a 25 ans, mais que je n'ai jamais eu le courage de révéler. » Un frisson parcourut ma colonne vertébrale. « De quoi parles-tu » Michel ferma les yeux, comme si elle rassemblait son courage pour ce qu'elle allait dire. « Cette nuit de février 1943, il y a des choses que tu ne sais pas, des choses terribles que j'ai cachées par lâcheté, par honte. Qu'est-ce que tu veux dire ? L'ultimatum que Bonnard t'a donné cette nuit-là. Choisir entre Philippe et Henri, c'était un mensonge, Béatrice. Un mensonge cruel et calculé. » Mon cœur s'arrêta de battre. Comment ça, un mensonge? Les larmes coulaient maintenant sur les joues de Michel. Bonnard avait déjà tous les noms. Tous. Il n'avait pas besoin de tes informations pour arrêter les résistants. Il les tenait d'une autre source depuis des semaines. Quelle autre source? Un autre traître. Un homme de beau jeu qui travaillait directement pour les Allemands. Bonnard avait déjà établi toute la liste du réseau de Philippe. Il connaissait tous leurs noms, toutes leurs cachettes, tous leurs plans. Les mots de Michel me frappaient comme des coups de marteau. Alors pourquoi m'a-t-il forcé à choisir? Pour te torturer psychologiquement, pour détruire complètement ta famille, pour te faire porter la culpabilité de leur mort jusqu'à la fin de tes jours. Je me levai brusquement, chancelante. « Tu mens pour essayer de te dédouaner. » »« Non, Béatrice, je ne mens pas. Bonnard me l'a dit lui-même après coup. Il riait de ce qu'il t'avait fait. Il disait que c'était sa vengeance personnelle contre Philippe qu'il avait humilié publiquement avant la guerre. » « Quelle humiliation? Tu ne te souviens pas? En 1938, quand Bonnard était encore instituteur à Beaujeu, avant de devenir collaborateur, il y avait eu cette histoire avec une petite fille de sa classe. Philippe l'avait dénoncé publiquement pour maltraitance, et Bonnard avait perdu son poste. Il haïssait Philippe depuis ce jour-là. Les souvenirs me revenaient brutalement. Effectivement, Philippe m'avait raconté cette histoire. Un instituteur qui battait ses élèves, que Philippe avait fait renvoyer. Je n'avais jamais fait le lien avec Bonnard, le collaborateur. Alors cette nuit-là, murmurai-je, cette nuit-là, Bonnard s'est vengé de la façon la plus cruelle possible. Il t'a forcé à croire que tu trahissais Philippe pour sauver Henri, alors qu'en réalité,
Philippe était déjà condamné quoi que tu fasses. Je m'effondrais sur mon canapé, anéanti par cette révélation. Et Henri? Sa crise? Il était vraiment en train de mourir? Michel détourna le regard, incapable de me faire face. Henri n'était pas en danger de mort. Qu'est-ce que tu veux dire? Le médicament que je t'avais donné quelques jours avant, ce n'était pas son traitement habituel. C'était un produit qui provoquait des symptômes d'asthme artificiel. Un produit que mon père utilisait parfois pour certaines expérimentations. La vérité me frappa comme la foudre. Tu veux dire que j'ai empoisonné Henri pour provoquer sa crise cette nuit-là, pour que Bonnard puisse t'imposer son ultimatum cruel. Sans ça, son plan n'aurait pas fonctionné. Je ne pouvais plus respirer. La pièce tournait autour de moi. Tu as empoisonné mon fils? Tu as fait semblant qu'il allait mourir? Il n'était pas en danger réel, se défendit faiblement Michel. Le produit était temporaire, il ne risquait rien, mais les symptômes étaient très convaincants. Tu es un monstre, murmurai-je, un monstre absolu. Je sais, sanglota-t-elle. Je le sais depuis 25 ans. Chaque nuit, je revois la scène. Chaque nuit, je regrette ce que j'ai fait. Pourquoi? Pourquoi as-tu fait ça? Parce que j'étais folle de jalousie. Parce que je ne supportais pas votre bonheur. Parce que je voulais détruire votre famille pour avoir une chance avec Philippe. Mais il était déjà condamné. Tu le savais? Non, je ne le savais pas. Bonnard m'avait dit qu'ils allaient juste l'arrêter pour l'interroger, puis le relâcher si sa famille coopérait. Je pensais vraiment pouvoir le sauver en détruisant ton couple. Et après, quand tu as compris qu'il allait mourir, j'ai essayé d'arrêter le processus. J'ai supplié Bonnard de l'épargner, mais il était trop tard. Sa vengeance était plus forte que tout. Je regardais cette femme qui avait été ma meilleure amie, qui avait détruit ma vie par jalousie, qui avait empoisonné mon fils et orchestré la mort de mon mari. Il y a autre chose, n'est-ce pas? Je le vois dans tes yeux. Michel hésita longuement avant de parler. Le médicament que je t'ai donné pour sauver Henri cette nuit-là, c'était juste de l'eau sucrée. Un placebo. Henri se serait remis tout seul en quelques minutes. Sa crise était déjà en train de passer naturellement. Cette révélation finale m'acheva complètement. Alors Philippe est mort pour rien. Absolument pour rien. Oui, murmura Michel. Philippe est mort pour rien. Les résistants ont été arrêtés pour rien. Tu as porté cette culpabilité pendant 25 ans pour rien. Tout était orchestré d'avance. Un silence de mort s'installa dans la pièce. Je contemplais l'ampleur de la machination dont j'avais été victime. Mon choix n'avait sauvé personne. Henri n'était jamais en danger. Philippe était condamné dès le départ. Et moi, j'avais vécu 25 ans avec la culpabilité d'avoir trahi mon mari alors que tout était faux. Pourquoi me dire ça maintenant? Demandai-je finalement. Parce que je n'en peux plus, parce que cette culpabilité me ronge depuis 25 ans. Parce que je veux mourir en paix, même si je ne mérite pas le pardon. Tu as raison, tu ne le mérites pas. Je sais. Mais toi, tu mérites de connaître la vérité. Tu mérites de savoir que tu n'as rien à te reprocher, que Philippe est mort en héros sans que tu l'aies trahi. Mais j'ai donné les noms, j'ai livré ses camarades. Pour des noms que Bonnard avait déjà. Tes informations n'ont servi à rien. Ces hommes étaient déjà condamnés. Je pleurais. Je pleurais comme je n'avais pas pleuré depuis 25 ans. Toute cette culpabilité, toute cette souffrance, toute cette honte que j'avais portée, tout cela pour rien. Philippe était mort en héros, sans que je l'aie trahi. Henri n'avait jamais été en danger. Et moi, j'avais gâché 25 années de ma vie à me reprocher quelque chose qui n'était qu'une mise en scène cruelle. « Il y a encore une chose », dit Michel d'une voix à peine audible. « Quoi encore ?» Après la guerre, j'ai appris quelque chose sur Philippe, quelque chose que je n'ai jamais osé te dire. Mon cœur se serra. « Quoi ? Il n'est pas mort cette nuit-là. Il n'est pas mort cette nuit-là. Qu'est-ce que tu veux dire ? Les coups de feu que tu as entendus au petit matin, c'étaient d'autres résistants. Philippe a été déporté en Allemagne, dans un camp de concentration. Le monde s'écroulait une fois de plus autour de moi. Il
Il était vivant? Il est mort en déportation, en 1944. Mais il a vécu plus d'1 an après cette nuit. Et tu le savais? Je l'ai appris en 1945, quand les déportés ont commencé à revenir. J'ai rencontré un homme qui était avec lui au camp. Il m'a raconté que Philippe parlait toujours de sa femme et de son fils. Qu'il n'en voulait pas à sa femme pour ce qui s'était passé. Qu'il comprenait son choix. Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit? Parce que j'avais trop honte. Parce que je savais que si tu apprenais qu'il avait survécu 1 an de plus, tu m'en voudrais encore davantage. 1 an de plus. 1 an pendant lequel j'aurais pu savoir qu'il était vivant. Je suis désolée, Béatrice. Je suis désolée pour tout. Michel se leva péniblement. Je vais partir maintenant. Je voulais juste que tu saches la vérité avant ma mort, pour que tu puisses enfin vivre en paix. En paix? Tu crois que ces révélations vont me donner la paix? Tu crois que savoir que j'ai souffert 25 ans pour rien va arranger les choses? Non, mais au moins, tu sauras que Philippe t'aimait vraiment, qu'il ne t'en a jamais voulu, qu'il est mort en pensant à toi et à Henri avec amour. Michel se dirigea vers la porte, puis se retourna une dernière fois. Henri ne doit jamais savoir. Cette vérité est trop lourde pour lui. Laisse-le garder l'image d'un père héros. Comment peux-tu me demander de garder encore un secret après ce que tu viens de me révéler? Parce que certaines vérités font plus de mal que de bien. Henri est heureux. Il a une belle famille. Pourquoi détruire ça? Après son départ, je restais seule dans mon salon, bouleversée par ces révélations. 25 ans de culpabilité s'envolèrent d'un coup, remplacés par une colère immense contre Michel, contre Bonnard, contre cette guerre qui avait brisé tant de vies. Quand Henri revint avec sa famille, il me trouva en larmes. « Maman, qu'est-ce qui s'est passé? Cette dame t'a dit quelque chose qui t'a fait de la peine ?» Je regardais mon fils, cet homme bon et généreux qui ressemblait tant à Philippe, et je pris ma décision. Michel avait raison sur ce point. Certaines vérités sont trop lourdes à porter. Non, mon chéri, rien d'important, juste de vieux souvenirs qui remontent à la surface. Henri me serra dans ses bras. Tu sais, maman, tu ne parles jamais de papa. Si tu veux, un jour, tu peux me raconter des histoires sur lui. J'aimerais bien connaître l'homme qu'il était vraiment. Je souris à travers mes larmes. Oui, Henri, un jour je te raconterai qui était vraiment ton père. Un homme extraordinaire qui t'aurait été si fier de l'homme que tu es devenu. Mais il y avait encore une dernière vérité que je devais découvrir. Une vérité qui allait changer ma compréhension de toute cette histoire une fois pour toutes. La dernière vérité, je l'ai découverte 2 mois après la visite de Michel, de la façon la plus inattendue qui soit. Michel était morte de son cancer en juillet 1968, seule dans sa petite maison du village, sans que personne ne soit présent à ses derniers moments. Une mort solitaire qui correspondait parfaitement à la solitude qu'elle s'était imposée après sa trahison. C'était un dimanche d'août. Toute la famille était réunie chez nous pour fêter les 6 ans de Sylvie, la fille aînée d'Henri. L'atmosphère était joyeuse, les enfants riaient dans le jardin. Catherine préparait un magnifique gâteau d'anniversaire et Henri jouait au ballon avec ses filles. Un tableau de bonheur familial qui me rappelait douloureusement les dimanches d'autrefois avec Philippe. Vers la fin de l'après-midi, alors que nous rangions les vestiges de la fête, Henri s'approcha de moi avec une expression grave que je ne lui avais jamais vue. Il tenait dans ses mains une grande enveloppe jaunie par le temps. « Maman, » dit-il d'une voix douce mais ferme, « il faut que nous parlions, en privé. » Quelque chose dans son ton me fit frissonner. Je demandai à Catherine d'emmener les filles faire une promenade, et Henri et moi nous installâmes dans le salon, face à face, comme Michel et moi 2 mois auparavant. « Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri ?» demandai-je, bien que je pressentisse déjà que cette conversation allait bouleverser ma vie une fois de plus. Henri posa l'enveloppe sur la table basse entre nous. Cette enveloppe, je l'ai reçue il y a 3 semaines. Elle m'a été remise par le notaire de Michel Rousseau. Apparemment, elle l'avait déposée chez lui avec instruction de me la remettre après sa mort. Mon sang se glaça. Michel, même morte, continuait à manipuler nos vies.
Elle contenait une longue lettre, continua Henri, et plusieurs documents. Des documents qui racontent une histoire que tu ne m'as jamais racontée, maman. Henri, commençai-je, mais il leva la main pour m'arrêter. Non, maman, laisse-moi parler d'abord. Ensuite, tu pourras m'expliquer si tu le veux. Il ouvrit l'enveloppe et en sortit plusieurs feuilles manuscrites, ainsi que des photocopies de documents officiels. Je reconnus immédiatement l'écriture de Michel. Dans cette lettre, Michel raconte tout, absolument tout. Sa jalousie envers toi, sa collaboration avec Bonnard, l'arrestation de papa, et cette nuit où elle t'a forcé à choisir entre papa et moi. Mon cœur s'arrêta de battre. Henri, je peux t'expliquer. Elle raconte comment elle m'a empoisonné pour provoquer ma crise d'asthme, comment Bonnard t'a piégé avec un faux ultimatum, comment papa était déjà condamné quoi que tu fasses. Les larmes coulèrent sur mes joues. Tu n'aurais jamais dû apprendre ça. Elle raconte aussi comment papa est mort en déportation en 1944 et comment il parlait toujours de nous avec amour, sans t'en vouloir pour ce qui s'était passé. Henri se leva et vint s'asseoir à côté de moi sur le canapé. « Maman, pourquoi ne m'as-tu jamais dit la vérité ?»« Parce que c'était trop lourd à porter. Parce que je voulais te protéger. Parce que tu pensais que j'allais te juger. » Je le regardais dans les yeux, ses yeux bleus si semblables à ceux de Philippe. Oui, j'avais peur que tu me haïsses en apprenant que j'avais choisi de te sauver au prix de la vie de ton père. Henri prit mes mains dans les siennes. « Maman, écoute-moi bien. N'importe quelle mère aurait fait le même choix. Face à son enfant qui se meurt dans ses bras, n'importe quelle mère aurait fait exactement ce que tu as fait. Mais j'ai trahi ton père. Non, tu n'as trahi personne. Tu as été victime d'une machination cruelle orchestrée par des monstres. Papa le savait, et il ne t'en a jamais voulu. Il me serra contre lui, et pour la première fois depuis 25 ans, je sentis un poids énorme se soulever de mes épaules. Il y a autre chose dans cette enveloppe, dit Henri en me montrant un document officiel. Un certificat de décès de papa avec la mention « Mort pour la France » et une médaille à titre posthume que l'État français lui a décernée en 1945. Je pris la médaille avec des mains tremblantes. Une médaille de la résistance française au nom de Philippe Moreau, instituteur et héros. Comment Michel avait-elle ça? Apparemment, elle était restée en contact avec d'anciens résistants après la guerre. Elle avait récupéré ces documents, mais elle n'avait jamais osé te les donner de son vivant. Nous restâmes silencieux un long moment, contemplant cette médaille qui honorait la mémoire de Philippe. « Maman, » reprit Henri, « il y a une dernière chose que tu dois savoir, la plus importante. Quoi encore? Ce n'est pas la première fois que j'entends cette histoire. » Mon cœur se serra. « Qu'est-ce que tu veux dire? » En 1963, j'avais 25 ans. Un homme âgé m'a abordé à la sortie de l'école où j'enseignais. Il m'a dit qu'il avait connu papa pendant la guerre, qu'il faisait partie de son réseau de résistance. Je ne respirais plus. Il m'a raconté l'arrestation de papa, la trahison de Michel et cette nuit où tu as dû choisir entre nous deux. Il voulait que je sache que papa était mort en héros et que tu avais été victime d'un piège épouvantable. Et tu sais depuis 5 ans? Oui, maman, je sais depuis 5 ans. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Henri sourit avec une tendresse infinie. Pour la même raison que toi, tu ne m'as rien dit, pour te protéger. Je voyais bien que tu portais un secret douloureux et je ne voulais pas raviver tes blessures. Tu as vécu avec ça pendant 5 ans? J'ai vécu avec la fierté d'avoir un père héros et une mère courageuse. Une mère qui a fait le choix le plus difficile qu'on puisse demander à un être humain et qui a vécu avec cette culpabilité pour me protéger. Nous pleurâmes ensemble, Henri et moi, libérés enfin de tous ces secrets qui nous empoisonnaient depuis si longtemps. Cet homme qui t'a parlé en 1963, qui était-ce? Robert Dumont. Tu sais, celui dont tu avais donné le nom cette nuit-là. Mon sang se figea. Il a survécu? Oui. Il a été arrêté, mais il s'est évadé pendant son transfert vers l'Allemagne. Il a survécu à la guerre et il voulait que je sache la vérité sur papa.
il ne m'en veut pas pour avoir donné son nom? Il m'a dit textuellement « Votre mère a fait exactement ce que j'aurais fait à sa place. Elle a sauvé son enfant. Aucun parent ne peut être jugé pour ça. » Une nouvelle vague de soulagement me submergea. Même les hommes que j'avais trahis comprenèrent mon geste. « Henri, est-ce que tu me pardonnes ?»« Maman, il n'y a rien à pardonner. Tu as été une mère parfaite. Tu as protégé ton enfant, puis tu m'as protégé de la vérité pour que je puisse grandir sereinement. Papa aurait été fier de toi. » Les années qui suivirent furent les plus paisibles de ma vie. Henri et moi parlions souvent de Philippe, nous évoquions ses souvenirs, nous racontions son histoire à Sylvie et Anne, qui grandirent en connaissant leur grand-père comme le héros qu'il avait été. Henri devient directeur de son lycée, suivant définitivement les traces de son père dans l'enseignement. Ses filles firent de brillantes études, et j'eus la joie de voir naître mes arrière-petits-enfants. Michel, dans sa lettre posthume, avait écrit une phrase qui me hanta longtemps. « J'ai détruit 3 vies par jalousie, mais au moins j'aurais permis à Henri de grandir. C'est peut-être la seule chose bien que j'ai faite de toute ma vie. » Étrangement, avec le temps, j'ai fini par lui pardonner. Pas parce qu'elle le méritait, mais parce que la haine empoisonne celui qui la porte, et j'avais déjà perdu trop d'années à porter des fardeaux qui n'étaient pas les miens. Catherine, la femme d'Henri, est devenue la fille que je n'avais jamais eue. Sylvie et Anne m'ont donné 4 magnifiques arrière-petits-enfants qui portent en eux la générosité et l'intelligence de Philippe. Et aujourd'hui, à 98 ans, assise dans cette maison de retraite, je peux enfin raconter cette histoire sans pleurer. J'ai compris que les choix impossibles que nous impose la vie ne nous définissent pas. Ce qui nous définit, c'est l'amour que nous donnons après, la façon dont nous nous relevons, la manière dont nous protégeons ceux qui nous sont chers. Philippe est mort en héros, sans me haïr pour mon choix. Henri a grandi en homme bon, comprenant et pardonnant. Et moi, j'ai appris que même dans les pires moments, même face aux choix les plus cruels, l'amour peut survivre à tout. Il y a 3 mois, Henri est venu me voir avec une lettre officielle. Le président de la République française avait décidé de me décerner la médaille de la reconnaissance française pour avoir supporté avec courage les épreuves de la guerre et contribué à la mémoire de la résistance française. Une médaille que je n'avais jamais demandée, mais que j'ai acceptée au nom de toutes les femmes qui ont dû faire des choix impossibles pendant cette guerre terrible. Mes chers auditeurs, je touche maintenant à la fin de mon récit. Cette histoire que je n'avais jamais racontée à personne, cette confession que j'emportais dans ma tombe, je vous l'ai livrée aujourd'hui parce que je crois qu'il est important de savoir que nous ne sommes jamais seuls face aux épreuves. Philippe aurait eu 90 ans cette année. Henri en a 70 ans et il est grand-père. Sylvie et Anne sont devenues des femmes remarquables qui transmettent à leurs enfants les valeurs de leur arrière-grand-père qu'elles n'ont jamais connues. La guerre finit toujours par passer. Les bourreaux meurent et sont oubliés. Mais l'amour, lui, traverse les générations et continue de donner du sens à nos vies. Avant de terminer, j'aimerais vous demander quelque chose. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir sur vos propres choix, sur vos propres secrets, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime » pour cette vidéo. Abonnez-vous à cette chaîne qui me permet de vous parler aujourd'hui et partagez cette histoire avec ceux qui vous entourent. Parce que nos histoires, nos confessions, nos vérités ont le pouvoir de libérer d'autres personnes qui portent peut-être des fardeaux similaires. Dites-moi aussi d'où vous venez, d'où vous regardez cette confession. Savoir que mes mots voyagent à travers le monde, qu'ils touchent des cœurs dans différents pays, différentes cultures, me remplit de joie et me prouve que l'humanité est universelle. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Merci d'avoir partagé avec moi le poids de cette histoire. Et souvenez-vous, quels que soient les choix que la vie vous impose, vous méritez le pardon et l'amour. Au revoir.